Bienvenue à notre atelier dans le cadre de la Semaine d'action contre le racisme et pour l'égalité des chances. Et l'atelier s'appelle Coûts d'exclusion, défis d'inclusion, témoignages du terrain québécois. L'atelier est co-organisé par mon organisme, l'Association d'études canadiennes, et le CORE, Communication et ouverture pour le rapprochement interculturel. Je suis ravie d'être ici avec mes copanélistes, Ève Torres de la table de quartier de Parc Extension, Ricardo Gustave de Parole d'Exclus et Lala Zoubida Mahala du CORE. Avant de passer la parole à mes copanélistes, je vais vous faire une brève présentation d'un sondage que nous avons effectué à l'AEC à l'occasion de la Journée internationale pour la prévention de la discrimination raciale. Et le sondage a été effectué à la mi-mars, donc très récemment. Et j'en tire juste quelques données pour vous mettre la table un peu pour notre discussion sur l'exclusion et les coûts élevés de l'exclusion. Et les diapositives que j'ai retirées parlent vraiment du comportement des préjugés, parce que les préjugés ont un comportement. Donc, la première diapositive parle du fait que les Canadiens sont préoccupés par le racisme. Donc, 7 Canadiens sur 10 se disent inquiets du degré de racisme au Canada. Et au Québec, nous ne sommes pas loin derrière dans notre préoccupation à cet égard. Mais j'aimerais attirer votre attention sur deux groupes, les femmes et les jeunes. Et donc, chez les femmes et les jeunes, on monte à 3/4 de la population qui se disent inquiets. Donc, pour ceux qui croient que ce n'est pas un problème, les Canadiens, les Québécois ne sont pas d'accord avec vous. Les 2 prochaines diapositives, c'est juste pour parler un peu du problème de la haine sur les médias sociaux. Donc, 60% des Canadiens, 6 Canadiens sur 10, disent avoir été témoins de commentaires haineux sur les médias sociaux. Et si on parle de personnes qui s'identifient comme appartenant à une minorité visible, ce chiffre monte à 71%. Et les jeunes, par rapport aux plus âgés, aussi remarquent ce phénomène beaucoup plus fréquemment. Prochaine diapositive va aller un peu plus loin pour poser la question: est-ce que vous vous êtes senti personnellement attaqué par des expressions de haine? Je trouve que les chiffres sont quand même perturbants. On parle de 1 Canadien sur 4. Encore une fois, le Québec, les chiffres sont assez semblables, qui dit se sentir personnellement attaqué. D'après moi, ce n'est pas un pourcentage acceptable qu'on peut laisser comme c'est là. Et chez les gens qui s'identifient comme appartenant à une minorité visible, le chiffre montre à un inquiétant 50%. Et les jeunes, encore une fois, se sentent attaqués beaucoup plus souvent que les plus âgés. Ensuite, je veux passer aux préjugés. Donc, première remarque, c'est que les préjugés perdurent au Canada. On demande aux gens de s'auto-évaluer en leur posant la question suivante: avez-vous une opinion très positive, plutôt négative ou très négative des personnes suivantes? Et là, les gens se sont auto-évalués comme suit. 30%, donc 1/3 de la population, avouent avoir une opinion négative des musulmans. Et pour les autres groupes, ça va en diminuant, mais quand même, les chiffres inquiètent. Pour les personnes autochtones, on parle d'un 5e de la population. Je n'ai pas mis les chiffres québécois ici, mais je vais vous les dire verbalement. Les 2 groupes pour lesquels les chiffres augmentent de façon radicale, chez les Québécois, ça ne vous surprendra pas, c'est les groupes religieux. Donc, pour les Québécois, 42% avouent avoir une opinion négative des musulmans et chez les Québécois, 29% avouent avoir une opinion négative des Juifs. Donc,
c'est matière à réflexion. Un autre comportement des préjugés, c'est que les préjugés s'entrecroisent. Ça veut dire que si on trouve chez quelqu'un un préjugé envers un groupe, on sera plus porté à trouver parmi cette personne sera plus portée à avoir une opinion négative de d'autres groupes. Alors, on a fait ici une corrélation. Chez ceux qui avouent avoir une vision très négative des immigrants, 91% avouent également avoir une opinion négative des musulmans. Et pour vous montrer que ça n'a rien à voir avec le groupe lui-même, les personnes autochtones qui ne sont certainement pas des immigrants, même chez eux, le pourcentage d'opinions négatives augmente à 60,8% chez ceux qui avouent avoir une opinion négative des immigrants. Et pour tous les groupes ici qu'on a évalués ici, les opinions négatives sont dans la majorité si les gens ont des opinions négatives des immigrants. Donc, là où on trouve un préjugé, on n'est plus porté à en trouver un autre. La prochaine diapositive vous montre une tendance chez les préjugés, c'est qu'ils trouvent souvent leur source dans le manque de contact. Et c'est vraiment ici, vous pouvez voir une arc. Donc, on a demandé aux gens, est-ce que vous avez souvent, parfois, rarement ou jamais des contacts avec les groupes suivants? Et vous voyez ici souvent, parfois, rarement et jamais. Et là, on a fait une corrélation avec les opinions positives et négatives des groupes. Donc, pour ceux qui ont souvent des contacts avec des personnes autochtones, 85,2% ont une opinion positive de ceux-ci. Mais si vous voyez moins il y a de contacts, moins les opinions positives sont présentes. Et c'est le cas inverse pour les opinions négatives, c'est-à-dire que moins il y a de contacts, plus les gens avouent avoir des opinions négatives. Et vous voyez, cette arc, elle existe pour tous les groupes qu'on a mis en exemple ici, les musulmans et les juifs. Et dans chaque cas, l'arc est là pour le côté positif et négatif. Et je vous ai créé, dans le cas de l'exemple ici, dans le cas des musulmans, un graphique pour démontrer très clairement, parce que des fois, quand on regarde des chiffres, on a de la misère à trouver un pattern, mais c'est très clair, c'est que pour les gens qui ont souvent des contacts avec des musulmans, l'opinion positive est à 84% et ça descend de moitié pour les gens qui n'ont jamais eu de contact avec ce groupe. Pourtant, un trop grand nombre de Canadiens n'ont que peu ou pas de contact avec les membres d'autres communautés. Donc, j'ai trouvé ça vraiment choquant, mais 50% des Canadiens avouent avoir rarement ou jamais des contacts avec des personnes autochtones. Pour les Juifs et les musulmans, c'est pas loin derrière, et ainsi de suite. Et même pour les personnes noires, 30% des Canadiens disent avoir peu ou pas de contact avec ce groupe. Alors, qu'est-ce qu'on peut retirer de ces données? C'est que une des antidotes aux préjugés, c'est l'éducation et le rapprochement. Et c'est d'autant plus important parce que si les préjugés voyagent en groupe, quand on s'attaque à un préjugé envers un groupe, ben, ça peut aussi aider avec les préjugés envers d'autres groupes. Et les deux organismes qui organisent cet atelier se vouent justement à ce genre d'éducation et rapprochement. L'Association d'études canadiennes, on est un institut de recherche, on fait des études, on organise des conférences, on a des publications et ils sont voués au transfert et partage des connaissances. Et dans le nom même de notre partenaire, le CORE, communication et ouverture pour le rapprochement interculturel, le nom lui-même dit un peu ce que l'organisme fait et essaie d'accomplir. Et je crois que cette petite présentation nous a montré que
nous sommes dans la bonne voie, même si on a beaucoup de pain sur la planche. Donc, on va passer ensuite aux présentations de mes copanélistes Ricardo Gustave, Ève Torres et Zubida Maala. Je vais arrêter de partager mon écran pour me permettre de vous faire une présentation comme il faut des trois. Donc, Ricardo Gustave, qui est chargé de mobilisation des connaissances sur les enjeux de racisme, de discrimination systémique et d'exclusion à parole d'exclus. Il est également étudiant à la maîtrise en sociologie à l'UQAM et ses engagements en faveur de la justice sociale l'amènent à siéger au conseil d'administration de plusieurs organismes, dont Alternatives. Ève Torres, qui est la directrice de la table de quartier de Parc Extension, est diplômée en droit et sciences humaines et engagée depuis 20 ans en tant que femme féministe et antiraciste au sein de la société québécoise pour la justice sociale auprès d'institutions publiques au nom des femmes, des personnes âgées, des itinérantes et des jeunes. Et Zubida Maala, qui est chargée de projet au corps, est également étudiante au cycle supérieur en psychologie et travail à l'Université d'Ottawa. Et elle a été intervenante en prévention de la radicalisation et coordinatrice du projet Empowerment, développé en partenariat avec le Musée des Beaux-Arts de Montréal, afin de donner une voix aux jeunes musulmanes montréalaises. Donc, voici mes trois copanélistes et j'invite d'abord Ricardo et Ève qui vont faire une présentation conjointe et je passerai ensuite la parole à Zubida. Bonjour tout le monde et merci de votre attention pour cet atelier. Merci à Myriam pour et aussi à Cor pour cette belle invitation. Et très heureux de participer à cet atelier en compagnie de mes collègues du communautaire et Zubida et Ève. En fait, aujourd'hui, je travaille pour Parole d'Exclus, qui est un organisme communautaire à Montréal-Nord. Qui lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale en soutenant des initiatives citoyennes. Et donc, en disant cela, on était l'un aussi des organismes touchés aussi par la pandémie. Aujourd'hui, je vais vous parler des conséquences de la pandémie sur Montréal-Nord en général et les nouveaux arrivants en particulier. Et vous savez, déjà, on le dit, que le Québec est la province la plus touchée par cette pandémie au Canada. Donc, que ce soit en nombre de contaminés, soit 300 339 cas, ou encore en nombre de décès, 10 599 cas. Donc, il faudrait quand même mettre à jour ces données à l'heure actuelle. Donc, si le Québec est la province la plus touchée au Canada, il faut rappeler que la conséquence de la pandémie est plutôt inégale sur la population. Il y a une formule consacrée pour dire la pandémie fait en sorte qu'on est tous et toutes dans le même bateau. Moi, j'ai tendance à croire, à nuancer ces propos pour dire que on n'est pas tous et toutes dans le même bateau et les chiffres de Statistique Canada nous ont montré que c'est très peu le cas. Et si vous êtes à Montréal-Nord, vous avez plus de chances d'être contaminé, et en tout cas au plus fort de la pandémie, que si vous habitez dans des quartiers un peu moins multiethniques et beaucoup plus favorisés aussi. Montréal-Nord, il faut dire que si on parle de Montréal-Nord comme étant l'un des épicentres de la pandémie, c'était le quartier le plus touché au Canada par la pandémie, mais c'est pas quelque chose qui pourrait surprendre, en tout cas, les gens qui vivent à Montréal-Nord, parce qu'on sait que toute la situation était déjà en place pour favoriser une telle contamination. Montréal-Nord, c'est 11,1 km² de superficie.
C'est une densité de population de 7 623 habitants par kilomètre carré. Et c'est 30% des familles monoparentales qui habitent ce quartier. Et des 30% de ces familles-là, 6370 sont des familles monoparentales et 84% de ces familles-là sont des familles avec une personne de sexe féminin. Donc, autant dire que pour que ces personnes puissent travailler, bien, c'est pas du tout évident. Et 42% de la population sont des immigrants. Donc, c'est pas rien. C'est l'un des quartiers les plus diversifiés à Montréal. Et 22% des nouveaux arrivants comptent dans la population immigrante. Donc, il faut dire que, on peut dire que c'est 7620 habitants qui habitent ce quartier-là, qui sont des nouveaux arrivants. Et pour vous donner une idée de la richesse de ce quartier-là, ben, le revenu individuel médian, c'est 23 412 $ par année pour une personne. Donc, autant dire que c'est un quartier qui fait face à vraiment de nombreuses difficultés, tant au niveau d'emploi qu'au niveau de services, et que ce n'est pas étonnant pour la population à Montréal-Nord d'être le centre de la pandémie, surtout au plus fort de la pandémie, parce qu'on sait que tous les facteurs conjuguent, tous les facteurs militent à ce que cette situation se produise. Souvent, on disait dans les médias, c'est parce que les gens de Montréal-Nord ne respectent pas les consignes. Les gens de Montréal-Nord sont beaucoup plus récalcitrants. Et pourtant, quand vous avez cette configuration-là, ben, c'est entre guillemets normal que cela arrive. Et on sait que malgré tous les efforts des organismes communautaires, c'est plus de 9,1% de la population de Montréal-Nord qui a contracté à la COVID-19. C'est donc 3 fois plus que la moyenne québécoise et près de 2 fois plus que la moyenne montréalaise. Donc, il faut dire que ces chiffres sont sous-évalués, bien entendu, parce que quand vous avez un nombre plus ou moins important de gens qui sont des nouveaux arrivants, et aussi il faut compter les sans-papiers, surtout. Donc, c'est des gens qui probablement ne vont pas se faire tester par peur d'être repérés et d'être renvoyés en fait dans leur pays. Donc, ces chiffres, il faut les prendre aussi avec des pincettes, et c'est sûr que c'est sous-évalué. Et les statistiques Canada nous montrent à travers les chiffres que la mortalité liée à la COVID-19 a été au moins 3 fois plus élevée dans les quartiers multiethniques. Donc, si je viens de dire que Montréal-Nord, c'est l'un des quartiers les plus diversifiés, donc il n'est pas difficile de comprendre que les nouveaux arrivants à Montréal-Nord ont on fait en sorte que ben, Montréal-Nord, c'est l'un des quartiers les plus diversifiés à Montréal, et aussi l'un des quartiers les plus touchés. Et surtout, c'est ça. Donc, fait que même si on dit qu'on est dans le même bateau, mais si vous êtes dans un quartier comme Montréal-Nord, très diversifié, de point de vue multiethnique, et aussi très pauvre aussi, mais vous avez plus de chances, je veux dire, statistiques, d'être contaminé par la pandémie. Et malheureusement, comme les gens ont été touchés par la pandémie, mais les organismes communautaires aussi ont été très touchés aussi par la pandémie, et l'incubateur universitaire de Parole d'Exclus a montré comment les effets de la pandémie sont très variables, effectivement, sur les organismes. Les organismes qui desservaient de la bouffe et sont beaucoup plus sollicités malgré un faible financement de la part de ces organismes-là, ce qui est
un peu paradoxal parce que Montréal-Nord, c'est l'un des quartiers qui confronte avec beaucoup de problèmes, mais les organismes communautaires aussi sont sous-financés aussi par les bailleurs de fonds. Et donc, les demandeurs d'asile, les personnes sans papier qui sont beaucoup plus aussi concentrées à Montréal-Nord, on n'a pas un organisme spécifique et qui fonctionne de manière optimale, qui pouvait prendre en charge ces personnes-là. Parce que les organismes ont peine à recevoir de financement. Et le réveil brutal qu'on n'a pas de structure dans la communauté pour recevoir ces personnes a été très, très douloureux. Et même si on a l'initiative de l'ICI, qui est un organisme qui s'occupe des nouveaux arrivants, il faut dire que c'est un organisme très jeune, euh, très peu expérimenté pour le moment, donc qui n'était pas encore, qui fonctionnait pas encore de manière optimale pour accueillir ces nouveaux arrivants. Il faut dire que les sans-papiers, c'est la catégorie la plus touchée dans la population. Parce que c'est les gens qui n'ont pas de papier et donc qui n'ont pas accès à la PCU, qui n'ont pas accès aussi euh, à, à tous les filets sociaux qui existent dans la société, qui font des emplois précaires et qui n'ont pas d'assurance emploi, d'assurance chômage. Donc, c'est la catégorie la plus touchée dans les endroits où ces personnes travaillent. Mais les entreprises, étant donné que c'est de manière très clandestine, mais les entreprises ne prennent pas en compte cette population-là, compte tenu aussi, ils jouent aussi sur leur vulnérabilité, bien entendu. Les personnes, quand ils sont contaminés, ce pas les personnes les plus enclines à se faire tester parce que par peur d'être repérées aussi par les autorités, en fait. Donc, il faut dire que cette population, il faut dire que c'est la catégorie qui a été très peu, très peu, très peu prise en compte dans les décisions institutionnelles parce que, ben, comme c'est la catégorie jetable, si je puis dire ainsi, ben, on a très peu pris en compte cette catégorie de la population. Alors que notre survie, notre bien-être sanitaire en dépend aussi parce que c'est une population qui amène aussi un plus-value pour les entreprises d'ici, des personnes qui ont sacrifié aussi leur vie à travailler pour que la société continue à fonctionner. Mais c'est une catégorie qui a été très prise en compte et les organismes dans la communauté n'ont pas été assez financés non plus pour prendre en charge les besoins de ces personnes d'autant plus vulnérables. En fait. Donc, il faut dire que ce qui pose aussi problème, c'est qu'on se demande est-ce que ces gens-là vont se faire vacciner dans la mesure où ils n'ont pas de papier. Donc, s'ils n'ont pas de papier, donc comment ils vont se faire vacciner? Et des groupes de pression disent que ben, ces gens-là doivent avoir accès au vaccin et les vaccins doivent être gratuits pour cette catégorie de la population. Et on ne devrait pas avoir comme condition d'avoir une carte d'assurance maladie ou un numéro d'assurance sociale pour se faire vacciner. Et aucun renseignement sur l'identité aussi ne devrait pas être demandé comme condition pour se faire vacciner. Donc, on voit qu'une population qui arrive, qui déjà sans papier, déjà n'est pas encadrée par la solidarité sociale, tout le filet social qui existe dans la société, pas de PCU, pas de bonnes conditions d'emploi. Et cette population risque encore d'être victime par le fait même que ces populations sont précaires, sont sans papier. Et ce que ces groupes demandent, c'est qu'il faut que si on veut prendre en compte cette catégorie en charge dans la population, il ne faudrait pas qu'on puisse les repérer par la suite. Parce que sinon, on n'incite pas les gens à se faire vacciner, à se faire immuniser
est dans la population. Et on sait très bien, si on parle d'immunité collective, ben, la solution doit être collective aussi. Donc, ce n'est pas juste laisser de côté cette population qui apporte, on dit qu'on a une société ouverte, qu'on a une société bienveillante et qu'on laisse de côté une population de plus en plus marginale et on se dit que ben, dans les médias que Montréal-Nord ne respecte pas les règles et pour se donner une bonne conscience alors qu'il faut agir sur ces facteurs pour faire en sorte que Montréal-Nord soit plus sécuritaire au niveau sanitaire. Je suis certain que ma collègue Ève a une situation plus ou moins similaire dans son quartier et elle va nous en dire plus et j'aurai le plaisir aussi de dialoguer avec elle un peu plus sur nos réalités respectives. Merci, merci Ricardo, tu as mis la table. Merci donc, je refais les remerciements au corps pour cette invitation, puis un plaisir de partager ce temps avec mes copanélistes. Effectivement, tu as décrit une situation qui est assez similaire. Donc, moi, je suis à la coordination de la table de quartier de Parc Extension depuis 9 mois maintenant. Donc, j'ai été au cœur de la deuxième vague, comme on l'appelle ici à Parc Extension. Mais auparavant, ça faisait à peu près 2 ans et demi que j'étais à Côte-des-Neiges et c'est à Côte-des-Neiges, donc le quartier voisin, où on a mis en place aussi beaucoup de choses dans la première vague. Mais par rapport à Parc Extension, juste aussi pour le contexte, c'est également un quartier super enclavé, très dense, 1,6 km² chez nous, environ 28 à 30 000 habitants. Donc, c'est ça avec 79% des ménages qui sont locataires. Alors, on s'entend lorsqu'on parle de ménages locataires, ce sont des appartements où il y a majoritairement 1 à 2 chambres à coucher maximum. Donc, lorsque Ricardo soulevait très justement les inégalités devant ce contexte de pandémie, elles sont assez flagrantes ici. C'est-à-dire que le contexte pandémique n'a rien apporté de nouveau sur les situations dans nos quartiers. Ils ont donc, comme tout le monde l'a mentionné, très justement exacerbé toutes ces problématiques. Donc, des problématiques justement d'inclusion, exclusion, mais également des problèmes de logement, des problèmes d'accès à l'emploi, etc., qui étaient déjà très présents. Des problèmes en lien avec les communications également, qui sont venus ajouter certaines difficultés. À Parc-Aix, on a 74% de la population qui a une langue maternelle autre que le français et l'anglais. Alors, pas que les gens ne parlent pas le français ou l'anglais de base, mais dans les situations dans lesquelles nous nous trouvons, ça a été un défi pour le milieu communautaire, et c'en était déjà un auparavant, de s'assurer de n'oublier personne et de trouver les meilleures façons de pouvoir rejoindre la population. Ce défi-là, on a été un aussi pour les autorités et pour la santé publique, et elle l'est encore aujourd'hui. C'est-à-dire qu'effectivement, beaucoup de gens assistaient, certains ont ri en disant un peu comme une messe au point de presse du Premier ministre dans les premiers temps. Oui, mais une certaine catégorie de personnes, parce que justement, au niveau de l'accès à ces informations-là, tout le monde n'était pas branché sur les chaînes de télé régulières, et particulièrement dans nos quartiers. Donc, ça a été un défi de pouvoir communiquer les informations de la bonne façon, c'est vrai. Et puis, ça a créé des solidarités interquartiers très intéressantes. On l'a vu dans la première phase, c'était justement parti de Montréal-Nord avec Parole d'Exclus, le camion porte-voix qui faisait sa tournée pour communiquer les informations sur les consignes sanitaires dans plusieurs langues. Évidemment, on nous a transmis l'info à Côte-des-Neiges à ce moment-là, et puis ça a été repris à Parc-Aix, ça a été repris à Saint-Michel. Donc, on s'est empressé d'utiliser ce moyen-là pour faire des tournées, pour transmettre les informations dans les langues maternelles. Et là, la couverture médiatique était intéressante à ce moment-là parce que je me rappelle avoir donné une entrevue, évidemment, bon, à TVA, donc je sais qu'on ne pouvait peut-être pas s'attendre forcément à quelque chose de particulièrement constructif,
Mais le titre avait été 6 semaines après le début de la pandémie, ils ne comprennent toujours pas les infos, on a besoin de leur donner dans plusieurs langues. Alors qu'en fait, l'objectif de donner dans les langues maternelles, c'était d'abord de créer une occasion de se rapprocher des populations. On a beaucoup dans nos quartiers de personnes âgées. Aussi, donc, effectivement, leurs enfants, petits-enfants sont plus à l'aise avec nos deux langues officielles, mais on comprendra très bien que peut-être pour le grand-papa ou la grand-maman, tu sais, qui a beau faire tous ses efforts, puis qui est super content déjà de dire bonjour, ça va, c'est peut-être moins évident d'avoir accès. Donc, c'est une façon aussi de créer des liens. Et parlant de la couverture médiatique, puis Ricardo, je pense aussi que vous l'avez vécu, ça a été déplorable et ça a stigmatisé un peu plus nos populations dans nos quartiers. Parce que justement, on mettait l'emphase sur cette population issue de l'immigration qui était touchée, donc qui potentiellement ne comprenait pas, qui ne respectait pas les consignes. Ce qu'on a fait à Parc Extension, c'est lorsqu'on a eu l'opportunité de mettre sur pied des projets, donc des agents de mobilisation qui faisaient du porte-à-porte, qui allaient parler aux gens, on a invité les médias à ce moment-là en leur disant hey, changez un peu la façon de faire parce que la réalité dans nos quartiers, c'est qu'une majorité de bénévoles qui se sont impliqués sont des personnes issues de ces communautés qu'on stigmatise actuellement. Le cheap labor, la main-d'œuvre, les personnes qui ont été beaucoup en première ligne pendant ces périodes-là cruciales et qui sont venues en aide à toute la population sans distinction. On s'entend, c'était des personnes issues de ces communautés qu'on dénigrait par ailleurs. Alors, ça aussi, c'est un point important et c'est un point paradoxal. En plus de ça, effectivement, le communautaire a été sursollicité et la santé publique a manqué et manque encore. On le voit, moi je le vois dans mon rapport régulier avec eux. Loupe encore les cibles au niveau de la communication. Pour peut-être donner un peu plus d'infos, Ricardo, par rapport à la vaccination, on peut aller se faire vacciner sans carte d'assurance maladie, certes, mais il y a toujours un mais, c'est-à-dire que l'information, ils sont toujours limités au niveau de la communication. L'information n'est pas affichée clairement, le mode de communication à l'interne et même dont le message est véhiculé à la population, c'est pas toujours très clair. Et encore une fois, le communautaire a le fardeau finalement de s'occuper, de pallier à tous ces manques-là, et tu l'as justement mentionné, avec les problèmes de financement associés. C'est sûr qu'il y a eu de nombreux financements qui sont arrivés de part et d'autre, essentiellement de fondations, pour mettre sur pied des petits projets dans des courts laps de temps. Mais là où les inégalités persistent, c'est qu'on a oublié aussi tous les petits organismes, parce que ça va lorsqu'on est une table de quartier avec un espace de concertation, puis des bailleurs de fonds qui sont là pour nous alimenter financièrement. Mais lorsqu'on est un organisme plus petit ou un groupe religieux, parce que dans les quartiers aussi, ce qui est souvent oublié, c'est que les différents groupes de religieux qui sont présents ne sont pas juste des gens qui sont dans des lieux de culte, etc. Ce sont des personnes qui participent activement à leur communauté, qui fournissent aussi des services, qui sont des vecteurs, des agents de transmission des informations, qui répondent à des besoins communautaires en alimentation et tout ça. Donc, tous ces petits groupes-là, effectivement, sont négligés financièrement, n'ont souvent pas accès. Et bien souvent, tout ce qu'ils fournissent en termes de support et d'alimentation, c'est sur une base bénévole, encore une fois. Beaucoup de gens se retrouvent à dire, dans des cas comme celui-ci, il faut qu'on s'occupe de nos propres communautés, parce que sinon, qui va le faire? Et c'était beaucoup des choses qui étaient revenues, puis qu'on a sous-estimées, parce que, justement, la solidarité dans nos quartiers a été quelque chose d'extrêmement rapide, de très fort,
Et encore une fois, c'est ça sans distinction de qui recevait les services. Donc ça, c'est des choses qu'on met très peu de l'avant. D'un autre côté aussi, nous, dans nos projets, ce qu'on a voulu faire, c'est mettre... on a collaboré avec l'Université de Montréal sur plusieurs recherches parce que des recherches, des études claires et des chiffres dans nos quartiers sur certains sujets manquent. Et on s'est penché sur la judiciarisation des jeunes racialisés, justement, en contexte de pandémie. Parce que ça aussi, c'est quelque chose qui a été... c'est quelque chose qui a été vraiment présent. Évidemment, on aura des résultats bientôt, donc je ne peux pas trop en dire. Mais cette pandémie-là aussi, avec toutes les questions de profilage, a révélé aussi certaines choses. Donc, les personnes qui recevaient des amendes, les lieux de culte, mais aussi chez nous, les petits commerçants. Des petits commerçants qui s'adressaient à une certaine catégorie qui se sont vus ou refuser des permis de distribution alimentaire ou alors qui recevaient constamment des contraventions pour avoir dépassé parfois une personne dans les témoignages la capacité de recevoir des gens à l'intérieur de leur commerce. Donc cette pandémie-là a révélé effectivement beaucoup de choses. Je crois que, le travail que nous faisons au niveau du communautaire, mais aussi que les gens, cette facilité aussi que les gens ont à s'organiser dans ce contexte-là devrait être un peu plus mis de l'avant. On voit un petit peu des changements d'intérêt de la part de certains bailleurs de fonds, que ce soit des plus gros comme Centraide ou tout ça, mais aussi de quelques fondations qui commencent à réfléchir sur les modes d'attribution de financement pour ne plus faire en sorte que dans nos quartiers, on reste un peu tout le temps avec cette image justement de gens qui font partie du problème plutôt que de la solution et ainsi que nos responsables se déresponsabilisent de leurs obligations envers leur population. Alors en gros, c'est un peu mon résumé de nos différents quartiers, mais je sais que Ricardo également, en aurait peut-être pas mal long à dire sur les attributions de financement ou également ce que nous sommes obligés de faire et toutes ces solidarités qu'on est obligé de créer et tous les moyens de pression qu'on essaye ensemble avec nos différents quartiers pour qu'il y ait un peu plus d'amour et que les différents quartiers de Montréal se retrouvent un peu plus sur un pied d'égalité Désolée, je vais juste vous suggérer, parce que le temps file, et avec ma présentation, on est rendu un peu plus loin que j'aurais espéré. Est-ce qu'on pourrait laisser le temps à la présentation de Zoubida et ensuite continuer la conversation que je trouve vraiment perturbante au niveau des effets disproportionnés, mais aussi émouvante au niveau de la solidarité dont vous évoquez. Mais je vais passer la parole à Zoubida et ensuite peut-être qu'on aura le temps d'une discussion à trois par la suite. Bonjour tout le monde, merci de m'accueillir aujourd'hui. Merci à mes collègues d'être là et d'avoir partagé leur présentation que je trouve très très pertinente dans le contexte social dans lequel on vit aujourd'hui. Je vais vous partager mon écran parce que j'ai une présentation. OK. D'accord. Donc, en fait, le titre de ma présentation, c'est « Discrimination, témoignage de musulmanes québécoises ». Donc, en fait, l'organisme pour lequel je travaille, dans le cadre duquel ce questionnaire a été administré, c'est l'organisme de communication, ouverture et rapprochement. Donc, l'acronyme, c'est CORE. Il a été créé en avril 2010.
Et sa mission, c'est vraiment de contribuer à l'intégration socio-économique des personnes subissant une discrimination intersectionnelle. Donc, pour atteindre non seulement un vivre ensemble, mais un construire ensemble, le corps veut établir des ponts solides de communication et d'échange entre tous les Québécois. Donc, sa vision implique une société inclusive offrant l'égalité des chances aux membres des minorités aussi bien qu'à ceux de la majorité. Donc, en fait, les activités du corps sont vraiment en lien avec des présentations comme celle d'aujourd'hui, des conférences, des ateliers sur divers sujets, comme l'inclusion, les incidents haineux, l'islamophobie, l'intégration sociale des minorités et l'empowerment. Et donc, vous pouvez voir aussi qu'on a participé à la rédaction de plusieurs mémoires qui ont été présentées à différents gouvernements, que ce soit des gouvernements provinciaux ou municipaux. Donc, le questionnaire dont fait l'objet de la présentation d'aujourd'hui, c'est l'initiative du corps pour agir en prévention, recueillant les témoignages des participants au projet Empowerment par rapport à leur expérience. Donc, en fait, ce questionnaire a pour but de recenser les témoignages d'incidents haineux ou de discrimination que ces femmes faisant partie de la communauté musulmane du Québec auraient vécu depuis la loi 21. Donc, sur 25 participants au projet, nous avons obtenu la réponse de 20 d'entre elles. Donc, en fait, juste pour vous donner un petit background de c'est quoi le projet Empowerment, c'était un projet qui a été réfléchi pour vraiment donner une voix aux jeunes musulmanes québécoises en partenariat avec le Musée des Beaux-Arts de Montréal afin de leur permettre d'avoir plusieurs ateliers sur la citoyenneté, féminisme, empowerment et l'identité et de s'exprimer à travers l'art. Donc, c'était vraiment en lien avec de l'art-thérapie. Donc, pour vous donner un bref survol historique, pour ceux qui ne sont pas vraiment familiers avec ce qui s'est passé au Québec depuis les, je dirais, 20 dernières années, en 1995, en fait, il y a eu le référendum sur l'indépendance du Québec et le premier ministre de l'époque, Jacques Parizeau, avait dit qu'il a été perdu à cause du vote ethnique. Ensuite, de 2005 à 2008, beaucoup d'entre vous sont probablement familiers avec la commission Bouchard-Taylor sur les accommodements raisonnables, qui a été qui a beaucoup parlé notamment du port du kirpan cire dans les écoles. Puis, on a de 2011 à 2013 la Charte des valeurs québécoises, qui est un peu le précurseur à la loi 21 sur la laïcité de la CAQ. Puis, le 29 janvier 2017, il faut se rappeler qu'il y a eu la tuerie à la Grande Mosquée de Québec qui fit 6 morts. Donc, en fait, pourquoi je vous donne ce petit survol historique, ce n'est pas juste pour se concentrer sur les choses négatives, c'est juste pour vous montrer un peu l'ambiance un peu islamophobe, un peu intolérante qui est présente au Québec depuis les dernières années et qui s'exacerbe. Donc, voilà les témoignages. Là, je vais commencer avec les témoignages, en fait, qui ont été recueillis à partir des questionnaires. C'est les témoignages de jeunes femmes qui sont, pour la majorité, nées au Québec. Donc, à la question, avez-vous déjà été victime d'incidents haineux? Si oui, décrivez la situation brièvement. Une participante a partagé que oui, en tant qu'enseignante, j'ai gardé mon voile malgré la loi 21 et des collègues ont arrêté de me parler même ont refusé de répondre lorsque je disais bonjour. Donc ça démontre en fait l'intolérance et le rejet de l'autre complètement. Puis l'autre témoignage est en lien avec la question: avez-vous déjà été victime de discrimination à l'emploi ou aux études? Si oui, décrivez la situation brièvement. Donc, la jeune participante, elle dit: une amie intime à ma mère s'est fait proposer un emploi à la commission scolaire de Montréal à condition d'enlever son voile. Ensuite, sur 11 des 20 participantes, en fait, 11 des 20 participantes ont répondu oui à la question: avez-vous un ou une de vos proches qui a été impacté par la loi 21? Donc, une jeune étudiante a dit: je sais
que dans mon entourage, les femmes, jeunes et moins jeunes, qui désirent faire carrière dans l'enseignement, par exemple, sont en train de changer soit de carrière, soit de province. C'est un déchirement qu'elles vivent au quotidien. Elles aiment vivre au Québec et être des citoyennes actives et productives, mais cette loi les en empêche. Finalement, les témoignages suivants sont en lien avec la question « Comment envisagez-vous le vivre ensemble au Québec depuis la loi 21 ?» Donc, une travailleuse autonome, elle dit « Sans un projet commun national, le respect de notre diversité et l'application de nos 2 chartes canadiennes et québécoises, notre vivre ensemble est en péril. » Une autre employée partage qu'en gros, on choisit ou on tolère nous voir. Je me sens plus à la merci de mon employeur et à la frustration que possiblement je n'accéderai pas à un poste de pouvoir, pas par manque de compétences, mais parce que je ne suis pas visible de la manière qu'ils veulent me voir l'être. Ensuite, nous avons la première étudiante qui dit qu'elle trouve que le vivre ensemble est très difficile depuis la loi 21. Elle dit que la loi 21 divise les Québécois et Québécoises, donc ce n'est pas facile de prôner le vivre ensemble dans cet environnement de division et d'inégalité sociale. Finalement, la deuxième étudiante, elle dit « Je considère que le vivre ensemble au Québec a régressé depuis qu'on entend parler de cette loi. De mon point de vue, le fait de donner une connotation négative à une partie de l'identité d'une partie de la population, aussi minoritaire soit-elle, démontre un manque de respect et de tolérance. » Donc, ça, c'était mon petit tour d'horizon. À partir de ça, on a quelques conclusions à vous présenter. En fait, c'est que tout d'abord, le climat social au Québec a été lourdement polarisé par l'adoption de la loi 21. Et je pense que ça, ce n'est pas une surprise pour la majorité d'entre vous. Excusez-moi. L'autre conclusion, c'est que de plus en plus de musulmanes impactés directement ou indirectement par cette loi envisagent de quitter la province pour vivre ailleurs au Canada, parce que c'est vrai que justement, puisque le climat social au Québec est lourdement polarisé et que les débats sociaux présents sur les médias aussi québécois parlent souvent de la femme portant le hijab, ça encourage beaucoup de personnes à changer de province ou à quitter le Québec. Donc, le sentiment d'aliénation des musulmans québécois, jeunes et moins jeunes, encourage des phénomènes tels que la ghettoisation et le repli sur soi-même. Ça aussi, ça a été largement recensé par la littérature. Ce n'est pas une surprise non plus. Il y a beaucoup de recherches sociales qui ont été faites sur le sujet de la ghettoisation du sentiment d'aliénation lorsque une partie de la société, que ce soit une minorité culturelle, une minorité religieuse, une minorité d'orientation sexuelle également, se sont rejetés et comment ça crée un sentiment d'aliénation. Et ce sentiment d'aliénation, justement, a un coût très élevé sur la santé psychologique de ces minorités-là. Donc, il ne faut pas non plus négliger l'impact que ça a que la discrimination a sur le bien-être psychologique de ces minorités-là. Donc, ça conclut ma présentation qui a été très rapide et je vous invite donc à une discussion avec mes collègues panélistes. Merci beaucoup, Zoubida. Seulement 20 femmes interviewées et des révélations choquantes, perturbantes et qui vraiment beaucoup de matière à réflexion. Et j'espère que ce genre de données sera partagé partout au sein de notre société. Donc, moi, une chose qui m'a frappée, il nous reste très peu de temps, il nous reste 10 minutes là, avant la fin de notre séance, c'est que dans chacun des cas, en tant qu'organisme, vous avez vraiment fait des efforts et vous avez réussi de façon incroyable à aider le public que vous desservez, malgré la discrimination, malgré les effets disproportionnés qu'ils ont souffert dans les conditions présentes. Et donc, j'aimerais que chacune parle un peu de qu'est-ce qu'ils ont réussi à faire
malgré les défis et malgré la situation. Donc, je sais pas, je vois pas Eve, mais peut-être Ricardo, on ira Ricardo, Eve et Zubida. En fait, comme Eve l'avait si bien dit, c'est que nous, de notre côté, on a fait plusieurs actions, notamment la sensibilisation, parce que on est en pandémie, mais même si il y a des gens qui militaient pour que ça soit juste les prescriptions, si je puis dire, soient juste en français, mais il est certain que Montréal-Nord est un quartier diversifié et donc il faut prendre en compte cette diversification de la population et donc les langues aussi qui ne sont pas nécessairement très bien maîtrisées. Nouvelles, des nouveaux arrivants, fait que c'est pas évident. Et que pour nous, pour commencer, il fallait que cette population ait de la bonne information et que les restrictions, les données scientifiques et comment aussi se, se protéger. Donc pour nous, il y avait ça comme action. Et aussi, on a supporté aussi Panier Futé, qui est un organisme qui est en train de s'autonomiser, mais aussi on a supporté cet organisme qui fait de la distribution alimentaire parce que Montréal-Nord confronte aussi à un problème de désert alimentaire et c'est pas du tout évident pour les gens d'aller acheter des aliments de bonne qualité et dans une distance rapprochée aussi de leur maison. Fait que c'est pas toujours évident. Les supermarchés sont très loin, puis c'est des coûts à supporter. Fait que cet organisme-là a su prendre beaucoup plus de commandes qu'avant. Et puis, on a travaillé aussi avec les organismes partenaires pour relayer des informations. Puis les citoyens et citoyennes avec qui on travaille, parce qu'on travaille avec des citoyens et citoyennes qui sont plutôt isolés aussi au niveau social, qui n'ont pas de moyens économiques, mais aussi qui sont très isolés aussi d'un point de vue. Et nous, d'habitude, on fonctionne en milieu, dans une maison communautaire qui est un levier pour la mobilisation citoyenne. Mais à cause de la pandémie, on ne pouvait pas rencontrer ces gens-là. Et on était obligé de distribuer des tablettes pour rester en contact avec cette population, sachant que Montréal-Nord aussi, c'est un territoire aussi marqué par la disparition. On était sur ces volets-là, entre autres. Je sais qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps. Je laisserai la parole à mes collègues Eve et Zubida pour compléter. Merci, je suis très émue par ce que vous avez su accomplir malgré les circonstances. Je crois qu'on a perdu Eve parce que je ne la vois pas. Peut-être qu'elle a eu des problèmes d'ordinateur. Alors, Zubida, veux-tu, je te passe la parole. La connexion, probablement. Donc, en fait, nous, ce qu'on a fait pour justement venir réparer un peu ce sentiment d'aliénation qui aurait pu être trouvé chez les jeunes et moins jeunes musulmans de la communauté, c'est justement le projet Empowerment dont j'ai parlé. Comme je vous avais mentionné un peu plus tôt, le projet parlait de 4 sujets principaux. Le premier, c'était la citoyenneté. Donc, c'était vraiment d'aller renforcer ce sentiment de citoyenneté et d'appartenance donc, au Canada chez ces jeunes.
l'autre point aussi, c'était l'identité. Donc, c'était aussi d'accepter un peu cette identité qui est un peu multifactorielle. Donc, il y a plusieurs parties de l'identité. L'autre point aussi, c'était le féminisme. Donc, c'était vraiment important, puisque nos participantes étaient des femmes, de venir ouvrir des discussions par rapport au féminisme et par rapport à l'importance de justement l'identité, le fait que c'est une intégration multisectorielle et multisectionnelle, qu'il fallait aussi renforcer cette partie-là de leur identité. Puis finalement, c'était l'empowerment. Et l'empowerment, quand on y pense, c'est un mot vraiment général, mais ça vient vraiment politiciser un peu la voix de ces personnes-là. Dans le sens que, bien sûr, on ne leur dit pas c'est quel type de parti politique pour lequel ils doivent voter. Ce n'est pas ça l'idée. C'est vraiment juste de leur faire comprendre et d'encourager une prise de conscience par rapport à l'apport politique qu'elles peuvent avoir sur cette société canadienne et l'importance aussi d'en prendre avantage. Donc, étant donné qu'elles sont des citoyennes canadiennes, elles ont aussi un rôle à jouer et elles peuvent jouer un rôle dans les prises de décisions politiques gouvernementales et qu'elles font partie de ça. Que ce n'est pas des institutions qui sont trop loin d'accès ou trop loin ou qui ne leur permettent pas d'avoir une place. Donc, c'était ça un peu nos actions voilà, par rapport à ce sujet. Tu es sur mute. Bravo, c'est vraiment impressionnant, malgré le fait que cette loi est juste cause des préjugés dans notre société. Vous avez trouvé un moyen de quand même aider les personnes qui sont visées par la loi. Je crois qu'on a vraiment perdu Ève. Je ne sais pas si j'ai un message de sa part. Oui, quelque chose ne fonctionne pas avec son ordinateur. C'est très malheureux parce que j'aurais aimé lui donner le mot de la fin. Donc, je sais que Ricardo, toi et Ève, Samira, vas-y. Donc, bonjour tout le monde, merci. Je vais être très, très brève. C'est juste pour rajouter que le corps, la communication pour l'ouverture, le rapprochement interculturel, a aussi mis en place une ligne d'écoute, donc un numéro de téléphone où les gens pouvaient nous appeler pour nous faire part de leurs doléances psychologiques surtout. Et justement, Lele Zoubida, c'est elle qui offrait. Donc, on a eu quelques appels, mais qui n'ont pas été très, très, très concluants. C'est comme si c'était tous des appels de femmes, de la part de femmes de Montréal-Nord. Et j'ai l'impression que ces femmes-là, parce qu'elles étaient peut-être avec leur conjoint ou qu'elles ne pouvaient pas vraiment parler, donc il y avait comme un obstacle pour qu'elles s'expriment, pour qu'elles disent, pour qu'elles racontent, pour qu'elles nous fassent part de leurs doléances, de leurs préoccupations, de leurs défis, de leurs problèmes. Donc ça, on l'a vécu aussi. On a eu quelques appels, quelques dizaines d'appels quand même, mais qui n'ont pas tous abouti jusqu'au bout du processus. Donc, c'était ça que je voulais rajouter. Alors, il me reste seulement à remercier tout le monde de votre participation et à mes panélistes, Ricardo, Zoubida et Ève, qui malheureusement ne sera pas là à la fin, mais j'ai trouvé, comme d'habitude, vos interventions vraiment intéressantes et pertinentes. Et à une prochaine fois, et merci à la Sacre de nous avoir accueillis. Merci beaucoup. Merci à tous. Au revoir. Merci à tous. Merci, Maria. Merci. Il y a une question. Chantal. Merci beaucoup. Le chat est désactivé, donc on ne peut pas envoyer notre question. Je voulais dire ça. Et donc, je voulais savoir s'il y aura un enregistrement de l'événement, parce qu'il est très important qu'il puisse être partagé largement. C'est dommage qu'il n'y a pas beaucoup de participants aujourd'hui,
Et moi, je suis une étudiante à la maîtrise en médiation interculturelle et j'aimerais partager avec mes scolaires. Donc, voilà, c'est ça. Et merci beaucoup. C'était très intéressant et très, très utile pour moi aussi. Merci beaucoup. Merci à vous. Juste préciser que toutes les vidéos, tous les enregistrements vont être repostés sur la page Facebook et dans le site de la SACR, www.sacr.ca. Donc, vous pouvez revoir et vous pouvez nous envoyer vos questions à travers aussi les différents sites, les différentes pages Facebook et on fera en sorte de les communiquer aux panélistes en question pour avoir les réponses dont vous aviez besoin. Je vous remercie infiniment. Je vous souhaite une bonne fin de semaine d'action contre le racisme et pour l'égalité des chances. N'hésitez pas à nous rejoindre dans les autres activités qui restent, surtout celle du 31 pour la clôture, parce qu'il va y avoir une synthèse de la SACR, il va y avoir un concert de chant et de hip-hop avec Samian et avec Michael Farkas. Donc, bienvenue à tout le monde. Merci. Bonne journée. Merci beaucoup. Au revoir à tout le monde.